Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans Voyage au bout de la nuit, votre émission de lecture favorite et inédite où chaque comédien, chaque comédienne vous emmène en voyage pour redécouvrir les grands classiques de la littérature française. Et c'est le cas cette nuit puisque nous partons avec à la poursuite du voyage que nous avons déjà commencé il y a quelques émissions, de Nana, un roman extrait de la série des Rougon-Macquart que nous a laissé Émile Zola en 1880. Et si vous avez loupé les parties de lecture, eh bien, vous avez la possibilité de les retrouver sur le site www.d8.tv, puisque j'ai eu le plaisir de commencer ce roman il y a de cela 3 émissions maintenant. Donc vous allez pouvoir écouter le début de ce roman quand cela vous chante, quand vous avez le temps. Sur le site de D8, dans la rubrique divertissement, voyage au bout de la nuit, les replays sont disponibles. Vous avez donc loupé la fameuse représentation de ce nouveau spectacle qui se joue au Théâtre des Variétés avec la grande et charmante Nana qui a de nombreux atouts qui séduisent les hommes. Et tout Paris en parle, hein. Vous verrez, vous entendrez avec les replays. Et donc la représentation est terminée, nous nous retrouvons donc chez elle, elle habite un très bel appartement du boulevard Haussmann, et on se rend compte que cette fameuse Nana-là est entretenue par de riches hommes venant, celui-là entre autres de Russie, mais encore par d'autres, et c'est une fille de joie, tout simplement, qui fait ses débuts donc au théâtre, qui a fait beaucoup rire et rouler des hanches sur scène, et qui a donc de nombreux atouts pour séduire les hommes. Et nous découvrons donc dans ce chapitre qu'elle essaye de changer un peu ses habitudes avec, comment les appellerons-nous ? Ses clients, hein, tout simplement, qui viennent la voir, passer la nuit avec elle, parce qu'elle est peut-être fatiguée. Après tout, maintenant, elle travaille sur scène, et puis la nuit, elle travaille aussi. Donc voilà, elle prévient sa femme de chambre, Zoé, que nous venons de découvrir, pour changer le planning des festivités et de prévenir ces jeunes hommes, et pas toujours très jeunes d'ailleurs, de ne plus venir tel jour ou tel autre jour. Voilà, chers amis, le petit résumé de l'épisode précédent de Voyage au bout de la nuit. Nous, on se retrouve à la fin de cette émission. Restez bien branchés sur D8. Je vous souhaite à tous un agréable voyage et un très bon moment en ma compagnie. Nana et lui trouvaient ça très commode. Et tant pis, dit-elle, je lui écrirai cet après-midi et il ne reçoit pas ma lettre, et bien demain, vous l'empêcherez d'entrer, tout simplement. Cependant, Zoé marchait doucement dans la chambre. Elle parlait du succès de la veille. Madame venait de monter tant de talent, elle chantait si bien. Ah, Madame pouvait être tranquille à cette heure. Nana, le coude dans l'oreiller, ne répondait que par des hochement de tête. Sa chemise avait glissé, ses cheveux dénoués, embroussaillés, roulaient sur ses épaules. « Oui, sans doute, murmura-t-elle, devenue rêveuse, mais comment faire pour attendre? Je dois avoir toutes sortes d'embêtements aujourd'hui. Voyons, est-ce que le concierge est encore monté ce matin ?» Alors, toutes les deux causèrent sérieusement. On devait 3 termes. Le propriétaire parlait de saisie, puis il avait une débâcle de créanciers, un loueur de voitures, une lingère, un couturier, un charbonnier, d'autres encore qui venaient chaque jour s'installer dans une banquette de l'entrée-chambre. Le charbonnier surtout se montrait terrible et il criait dans l'escalier. Mais le gros chagrin de Nana était son petit Louis, un enfant qu'elle avait eu à 16 ans et qu'elle avait laissé chez sa nourrice dans un village aux environs de Rambouillet. Cette femme réclamait 300 francs pour rendre son petit Louiset. Prise d'une crise d'amour maternel, depuis sa dernière visite à l'enfant, Nana se désespérait de ne pouvoir réaliser un projet passé
à l'idée fixe payer la nourrice et mettre le petit chez sa tante, Madame Lérat, aux Batignolles, où elle irait le voir quand elle voudrait. Cependant, la femme de chambre insinuait que Madame aurait dû confier ses besoins au vieux Grigou. « Et je lui ai tout dit », cria Nana. « Il m'a répondu qu'il avait de trop fortes échéances. Il ne sort pas de ses 1000 francs par mois. Et le moricaud est pané en ce moment. Alors je crois qu'il a perdu au jeu. Quant à ce pauvre Mimi, il aurait bien besoin qu'on lui en prêtât. Un coup de baisse l'a nettoyé. Il ne peut seulement plus m'apporter que des fleurs. » Elle parlait de Daguenet. Dans l'abandon du réveil, elle n'avait pas de secret pour Zoé et celle-ci avait habitué à de pareilles confidences. Elle recevait avec une sympathie respectueuse. Puis, Madame daignait lui causer de ses affaires et se permettait de dire qu'elle pensait d'abord. D'abord, elle aimait beaucoup Madame. Elle avait quitté exprès Madame Blanche. Et Dieu sait si Madame Blanche faisait des pieds et des mains pour la revoir. Les places ne manquaient pas. Elle était assez connue, mais elle serait restée chez Madame, même dans les gènes, parce qu'elle croyait à l'avenir de Madame. Et elle finit par préciser ses conseils. Quand on était jeune, on faisait des bêtises. Cette fois, il fallait ouvrir l'œil quand les hommes ne songeaient qu'à la plaisanterie. Oh, il allait en arriver, mais Madame n'aurait qu'un mot à dire pour calmer ses créanciers et pour trouver l'argent dont elle avait besoin. Tout ça ne me donne pas 300 francs, répéta Nana en enfonçant les doigts dans ses mèches folles de son chignon. Et il me faut 300 francs aujourd'hui, là, tout de suite. C'est bête de ne pas connaître quelqu'un qui vous donne 300 francs quand même. Elle cherchait. Elle aurait envoyé en Rambouillet Madame Lérat, qu'elle entendait justement le matin, et son caprice contrarié lui gâtait le triomphe de la veille. Parmi tous ces hommes, elle l'avait acclamé et dire qu'elle ne s'en trouvait pas un qui pouvait lui apporter 15 louis. Puis on ne pouvait pas accepter de l'argent comme ça. Mon Dieu, qu'elle était malheureuse. Et elle revenait toujours à son bébé. Il avait des œufs de chérubin et il bégayait « Maman !» d'une voix si drôle que c'était à mourir de rire. Mais en même instant, la sonnerie électrique de la porte d'entrée se fit entendre avec sa vibration rapide et tremblée. Zoé revint, murmurant d'un air confidentiel « C'est une femme !» Elle avait vu 20 fois cette femme seulement. Elle affectait de ne jamais la connaître et d'ignorer quelle était de ses relations avec les dames dans l'embarras. Elle m'a dit son nom, Madame Tricon. « Ah, la Tricon !» s'écria Nana. « Tiens, c'est vrai, je l'avais oublié. Faites entrer. » Et Zoé introduisit la vieille dame, de haute taille, portant des onglaises, ayant la tournure d'une comtesse qui court les avoués, puis elle s'effaça, elle disparut sans bruit, et d'un mouvement souple de couleuvre dont elle sortait d'une pièce lorsqu'un monsieur venait. D'ailleurs, elle aurait pu rester. La Tricon ne s'est même pas assise. Il n'y eut qu'un échange de paroles très brèves. « J'ai quelqu'un pour vous aujourd'hui. Voulez-vous ?»« Oui. Combien ?»« 20 louis. »« Et à quelle heure ?»« À 3 heures. Alors, affaire entendue ?»« Oui, affaire entendue. » La Tricon parla tout de suite du temps qu'il faisait, un temps sec par lequel il était bon de marcher. Elle avait encore 4 ou 5 personnes à voir et elle s'en alla en consultant un petit calepin. Restée seule, Nana parut soulagée. Un léger frisson passait sur ses épaules et elle se refourra dans son lit chaud, mollement, avec une paresse de chatte frileuse. Peu à peu, ses yeux se refermèrent, elle souriait à l'idée d'habiller Louisée gentiment le lendemain. Et tandis que le sommeil qui la reprenait, son rêve fiévreux de toute la nuit, un roulement prolongé de bravoure revenait comme une basse continue et berçait sa lassitude. À 11 heures, lorsque Zoé fit entrer Madame Lérat dans la chambre de Nana, Nana dormait encore. Mais elle s'éveilla au bruit et tout de suite « C'est toi ? Tu es aujourd'hui à Rambouillet, hein ?»
Je viens pour ça, dit la tante. Il y a un train à 12h20 et j'ai le temps de le prendre. Non, mais je n'aurai pas l'argent que tantôt, reprit la jeune femme qui s'est tirée la gorge haute. Tu vas déjeuner et puis nous verrons bien. Zoé alors apportait un peignoir. Madame, murmura-t-elle, le coiffeur est là. Mais Nana ne voulut point passer dans le cabinet de toilette et elle cria le maître. Entrez, Francis, entrez. Un monsieur, mis correctement, poussa la porte et il salua. Justement, Nana sortait du lit, les jambes nues. Et elle n'eut pas de hâte, tendit les mains pour que Zoé pût enfiler les manches du peignoir. Et Francis, très à l'aise, d'un air digne, attendait sans se retourner. Puis quand elle se fut assise et qu'il lui eut donné le premier coup de peigne, il parla. « Madame n'a peut-être pas vu les journaux. Il y a un très bon article dans le Figaro. » Il l'avait acheté. Madame Lérat mit ses lunettes et lut l'article à voix haute. Debout, devant sa fenêtre, elle redressait sa taille de gendarme, son nez se pinçait lorsqu'elle lançait un adjectif galant. C'est une chronique de faucherie écrite au sortir du théâtre, 2 colonnes très chaudes d'une méchanceté spirituelle pour l'artiste et d'une brutale admiration pour la femme. Oh, excellent, répéta Francis. Nana se moquait pas mal, complaisanta sur sa voix. Il était gentil, ce faucherie. Allure vaudrait ça. Madame Lerat, après avoir relu l'article, déclara brusquement que les hommes avaient tous le diable dans les mollets. Et elle refusa de s'expliquer davantage, satisfaite de cette allusion aigriarde, et qu'elle était seule à comprendre. Mais Francis achevait de relever et de nouer ses cheveux. Il salua en disant... J'aurai l'œil sur les journaux du soir, comme d'habitude, à 5h30, n'est-ce pas? Apportez-moi un pot de pommade et une livre de pralines de chez Boissier, lui cria Nana à travers le salon, au moment où il refermait la porte. Alors, les 2 femmes restées seules se souvinrent qu'elles ne s'étaient pas embrassées. Elles se posèrent de gros baisers sur la joue. L'article les échauffait. Nana, jusque-là endormie, fut reprise de la fièvre de son triomphe. Ah bien, c'était Rose Mignon qui devait passer une jolie matinée. Sa tante, n'ayant pas voulu venir au théâtre parce que, disait-elle, les émotions lui cassaient l'estomac, elle se mit à raconter la soirée en se grisant son propre récit comme si Paris entier eût croulé sous les applaudissements. Puis, s'interrompant tout à coup, elle demanda avec un rire qu'il aurait dit ça quand elle traînait son derrière de gamine rue de la Goutte d'Or. Madame Lerat branlait la tête. Non, 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 jamais on n'aurait pu prévoir. Et à son tour, elle parla, prenant un air grave, et appela sa fille. Est-ce qu'elle n'est pas sa seconde mère, puisque la vraie avait rejoint le papa et la grand-maman? Nana, très attendrie, fut sur le point de pleurer. Mais Madame Lerat répétait que le passé était le passé. Un sale passé, des choses à ne pas remuer tous les jours. Longtemps, elle avait cessé de voir sa nièce, car dans la famille, on l'accusait de se perdre avec la petite. Et comme si c'était possible, elle ne commençait pas de confidence. Elle croyait qu'elle avait toujours vécu proprement. À présent, ça lui suffisait de la retrouver dans une belle position et de lui voir des bons sentiments pour son fils. Il n'y avait encore dans ce monde que l'honnêteté et le travail. « De qui est-il, ce bébé ?» dit-elle en s'interrompant, les yeux allumés d'une curiosité aiguë. Nana, surprise, hésita une seconde. « D'un monsieur, » répondit-elle. « Tiens, » reprit la tante, « on prétendait que tu avais eu d'un maçon qui te battait. Enfin, tu me raconteras ça un jour. Tu sais que je suis discrète. Va, je le soignerai comme s'il était le fils d'un prince. » Et elle avait cessé son métier de fleuriste et vivait de ses économies. 600 francs de rente amassés sou à sou. Nana promit de lui louer un joli petit logement. En outre, elle lui donnerait 100 francs par mois. Et à ce chiffre, la tante s'oublia, cria à la nièce de leur serrer le gavio, puisqu'elle les tenait. Elle parlait des hommes.
toutes deux s'embrassèrent encore. Mais Nana, au milieu de sa joie, comme elle remettait la conversation sur Louiset, parut s'assombrir à un brusque souvenir. « Est-ce embêtant si il faut que je sorte 3 heures ?» murmura-t-elle. « En voilà une corvée. » Justement, Zoé venait de dire que madame était servie. Et on passa dans la salle à manger, où une dame âgée se trouvait déjà assise devant la table. Elle n'avait pas retiré son chapeau, vêtue d'une robe sombre de couleur indécise, entre le puce et le cacadois. Nana ne parut pas étonnée de la voir là. Elle lui demanda simplement pourquoi elle n'était pas entrée dans la chambre. « J'ai entendu des voix, répondit la vieille. J'ai pensé que vous étiez en compagnie. » Madame Maloire, l'air respectable, ayant des manières, servait de vieille amie à Nana. Elle lui tenait de société et l'accompagnait. La présence de Madame Lerat sembla d'abord l'inquiéter, puis, quand elle sut que c'était une tante, elle la regarda d'un air doux, avec un pâle sourire, mais cependant, Nana, qui disait avoir l'estomac dans les talons, se jetait sur les radis qu'elle croquait sans pain. Madame Lerat, devenue cérémonieuse, ne voulait pas de radis. Cela lui donnait la pituite. Et puis, lorsque Zoé eut apporté des côtelettes, Anna chipota la viande et se contenta de sucer l'os. Par moments, elle examinait du coin de l'œil le chapeau de son amie. « Ce chapeau est neuf que je vous ai donné, finit-elle par dire. « Ah oui, je l'ai arrangé, murmura Madame Maloire, la bouche pleine. Le chapeau était extravagant, évasé sur le front, empanaché d'une plume haute, et Madame Maloire avait la manie de refaire tous ses chapeaux. Elle seule savait ce qui lui allait, et en un tour de main, elle faisait une casquette la plus élégante des coiffures. Nana, qui justement lui avait acheté ce chapeau pour ne plus rougir d'elle, lorsqu'elle l'emmenait, elle faillit lâcher et elle cria « Enlevez-le au moins !» « Non, merci, répondit la vieille dignement. Il ne me gêne pas, je mange très bien avec. » Après les côtelettes, il eut des choux-fleurs et un reste de poulet froid. Mais Nana avait à chaque plat une petite moue, hésitant, flairant, laissant tout dans son assiette. Elle acheva de déjeuner avec de la confiture. Le dessert traîna. Zoé n'enleva pas le couvert pour servir le café. Et ces dames avaient simplement repoussé leurs assiettes. On parlait toujours de la belle soirée de la veille. Nana roulait des cigarettes qu'elle fumait en dandinant, en renversant sur sa chaise. Et comme Zoé était restée là, adossée contre le buffet, les mains ballantes, on vint écouter son histoire. Elle se disait fille d'une sage-femme de Bercy qui avait fait de mauvaises affaires. D'abord, elle était entrée chez un dentiste, puis chez un courtier d'assurance, mais ça ne lui allait pas. Et elle énumérait ensuite, avec une pointe d'orgueil, les dames où elle avait servi comme femme de chambre. Zoé parlait de ces dames en personne qui leur avaient tenu fortune dans sa main. Bien sûr que plus d'une, sans elle, aurait eu de drôles d'histoires. Ainsi, un jour que Madame Blanche était avec Monsieur Octave, voilà le vieux qui arrive. Que fait Zoé ? Elle feint de tomber en renversant le salon. Le vieux se précipite, court lui chercher un verre d'eau à la cuisine et Monsieur Octave put s'échapper. « Ah, elle est bonne, par exemple, dit Nana, qui l'écoutait avec l'intérêt tendre, une sorte d'admiration soumise. Moi, j'ai bien eu des malheurs, commença Madame Lerat. Et se rapprochant de Madame Maloire, elle lui fit des confidences. Toutes deux prenaient des canards, mais Madame Maloire recevait des secrets des autres sans jamais rien lâcher sur elle. On disait qu'elle vivait d'une pension mystérieuse ou d'une chambre où personne ne pénétrait. Tout à coup, Nana s'emporta. « Ma tante ne joue pas avec les couteaux. Tu sais que ça me retourne. » Sans y prendre garde, Madame Lerat venait de mettre 2 couteaux en croix sur la table.
D'ailleurs, la jeune femme se défendait d'être superstitieuse. Ainsi, le sel renversé ne signifiait rien pour elle, le vendredi non plus, mais les couteaux, c'était plus fort qu'elle. Jamais elle n'avait menti. Certainement, ça lui arriverait une chose désagréable. Elle bâilla, puis d'un air profond d'ennui. « Oh, déjà 2 heures. Il faut que je sorte. Quel embêtement !» Et les 2 vieilles se regardèrent. Toutes 3 hochèrent la tête sans parler, bien sûr. Et bien sûr, ce n'était pas amusant. Nana s'était renversée de nouveau, allumant encore une cigarette. Et pendant que les autres pinçaient les lèvres par discrétion, pleines de philosophie. « En vous attendant, nous allons faire un bézig, dit Madame Maloir au bout du silence. Madame joue le bézig ? Certes. Madame Lerat le jouait à la perfection. Il était inutile de déranger Zoé, qui avait disparu. Un coin de la table suffirait, et l'on repoussa la nappe par-dessus les assiettes sales. Mais comme Madame Maloir allait prendre elle-même les cartes dans un tiroir de buffet, Nana dit qu'avant de se mettre au jeu, elle serait bien gentille de lui faire une lettre. Ça l'ennuyait d'écrire. Et puis, elle n'était pas sûre de son orthographe, tandis que sa vieille amie tournait les lettres pleines de cœur. Elle courut chercher du beau papier dans sa chambre, un encrier, une bouteille d'encre, qui traînait sous la table avec une plume empâtée de rouille. Et la lettre était pour le jeune Daguenet. Madame Maloir, d'elle-même, mit de sa belle anglaise « Mon petit homme chéri ». Et elle l'avertissait ensuite de ne pas venir le lendemain parce que ça ne se pouvait pas. Mais de loin comme de près, à tous les moments, elle était avec lui par la pensée. Et je termine par « 1000 baisers », murmura-t-elle. Madame Lerat avait approuvé chaque phrase d'un mouvement de tête et ses regards flambaient. Elle adorait se retrouver dans les histoires de cœur. Aussi voulut-elle mettre du sien, prenant un air tendre et roucoulant. « 1000 baisers sur tes beaux yeux. » C'est ça, 1000 baisers sur tes beaux yeux, répéta Nana, dans une expression béate qui passait sur les visages des 2 vieilles. On sonna Zoé pour qu'elle descendît la lettre à un commissionnaire. Justement, elle causait avec le garçon du théâtre qui apportait à madame un bulletin de service oublié le matin. Nana fit entrer cet homme qu'elle chargea de porter la lettre chez Daguenet en retournant. Puis elle lui posa des questions. Oh, monsieur de Bordenave était bien content, il avait déjà de l'allocation pour 8 jours. Madame ne s'imaginait pas le nombre de personnes qui demandaient son adresse. Puis le matin, quand le garçon fut parti, Nana a dit qu'elle restait tout au plus une demi-heure. Et si des visites venaient, Zoé ferait attendre. Comme elle parlait, la sonnerie électrique tinta. C'était un créancier, le loueur de voitures. Et s'était installé sur la banquette de l'antichambre. Et celui-là pouvait tourner ses pouces jusqu'au soir. Rien ne se passait. « Allons, du courage !» dit Nana engourdie de paresse, bâillant et s'étirant de nouveau. « Je devais être là-bas, hein. Pourtant, elle ne bougeait point. Et elle suivait le jeu de sa tante qui venait d'annoncer Sandas. Le menton dans la main, elle s'absorbait, mais elle eut un sursaut en entendant sonner 3 heures. « Oh, nom de Dieu !» lâcha-t-elle brutalement. Alors Madame Maloir, qui comptait les brisques, l'encouragea de sa voix molle. « Ma petite, il faudrait mieux vous débarrasser de votre course tout de suite. Oh, fais vite, dit Madame Lerat en battant les cartes. Je prendrai le train de 4h30 et si tu es ici avec l'argent avant 4h. Oh, ça ne traînera pas, murmura-t-elle. En 10 minutes, Zoé l'aida à passer une robe, à mettre un chapeau. Ça lui était égal d'être mal fichue. Et comme elle allait descendre, elle avait un tintement de sonnerie, mais cette fois, c'était le charbonnier. Eh bien, il tiendrait compagnie aux loueurs de voitures. Ça les distrait, ces gens. Seulement, craignant une scène, elle traversa la cuisine, fila par l'escalier de service, et elle y passait souvent. Elle en était quitte pour relever les jupes. Quand on est bonne mère, ça fait tout pardonner, dit silencieusement Madame Maloir, restée seule avec Madame Lerat.
j'ai 82 rois, répondit-elle, ce que ce jeu me passionnait. Et de toutes s'enfoncèrent dans une partie interminable. La table n'avait pas été desservie, une buée trouble emplissait la pièce, l'odeur du déjeuner, la fumée des cigarettes, ces dames s'étaient remises à prendre des canards. Il y avait 20 minutes qu'elles jouaient en sirotant lorsque, un troisième appel de la sonnerie, Zoé entra brusquement et les bouscula comme des camarades à elle. « Dites donc, on sonne encore, hein. Vous ne pouvez pas rester là. S'il vient beaucoup de monde, il me faut tout l'appartement. Allez, oust !» Et Madame Maloire venait finir la partie, mais Zoé, ayant fait mine de sauter les cartes, elle se décida à enlever le jeu sans rien déranger, pendant que Madame Lerat démangeait la bouteille de cognac, les verres et le sucre. Et toutes deux coururent à la cuisine, où elles s'installèrent sur un petit bout de table, entre les torchons qui séchaient et la bassine encore pleine d'eau de vaisselle. Nous avons dit 340, à vous. Je joue du cœur. Et lorsque Zoé revint, elle les trouva de nouveau absorbées. Au bout d'un silence, comme Madame Lerat battait les cartes, Madame Maloire demanda « Qui est-ce » ?»« Ah, personne, répondit la bonne négligemment. Un petit jeune homme. Je voulais le renvoyer, mais il est si joli, sans un poil de barbe, avec des yeux bleus et sa figure de fille, que j'ai fini par lui dire d'attendre. Et il tient un énorme bouquet de fleurs dont je n'ai jamais consenti à se débarrasser. Si ce n'est qu'à lui allonger des claques un morveux qui devrait être encore au collège. Madame Lerat alla chercher une carafe d'eau pour faire un grog. Les canards l'avaient altérée. Zoé murmura que, tout de même, elle en boirait bien un aussi. Elle avait, disait-elle, la bouche amère comme du fiel. « Alors, vous l'avez mis ?» reprit Madame Maloire. « Tiens, dans le cabinet du fond, la petite pièce qui n'est pas meublée. Il y a tout juste une malle et une table. C'est là que je loge les pignoufs. » Et elle sucrait fortement son grog lorsque la sonnerie électrique la fit sursauter à nouveau. « Mais nom d'un chien, est-ce qu'on ne la laisserait pas boire tranquillement ?» Mais ça promettait si le carillon commençait déjà. Pourtant, elle courut ouvrir, puis à son tour, voyant Madame Maloire qui l'interrogeait du regard. « Rien, un bouquet ?» Et toutes trois se rafraîchirent en se saluant d'une consigne de la tête, et il eut, coup sur coup, deux autres sonneries. Pendant que Zoé desservait la table, rapportant les assiettes sur l'évier, une à une, mais tout cela n'était pas sérieux, elle tenait la cuisine au courant, elle répéta 2 fois sa phrase dédaigneuse. « Rien, un bouquet ». Cependant, ces dames, entre 2 levées de cartes, eurent un rire en lui entendant raconter la tête des créanciers de l'antichambre lorsque les fleurs arrivaient. Madame trouvait ses bouquets sur sa toilette. Dommage que ce fût si cher que l'on pût tirer seulement 10 sous. Enfin, il y avait bien de l'argent perdu. Moi, dit Madame Maloire, je me contenterai par jour de ce que les hommes dépensent en fleurs pour les femmes à Paris. Je crois bien que vous n'êtes pas difficile, murmura Madame Lerat. On aurait seulement l'argent du film, ma chère, 60 de dames. Il était 4 heures. Zoé s'étonnait et ne comprenant pas que Madame restât si longtemps dehors. D'ordinaire, lorsque Madame se trouvait forcée de sortir l'après-midi, elle emballait ça et rondement. Mais Madame Maloire déclarait qu'on ne faisait pas toujours les choses comme on voulait. Certainement, il y avait des anicroches dans la vie, disait Madame Lerat. Le mieux était d'attendre, et si sa nièce s'attardait, ça devait être que ses occupations la retenaient, n'est-ce pas? D'ailleurs, on ne peinait guère. Il faisait bon dans la cuisine, et comme elle n'avait plus de cœur, Madame Lerat jeta du carreau. Et il est temps de se quitter, me dit-on à l'oreillette. Alors, eh bien, écoutez, ce sera pour mieux se retrouver. Soyez-en certains et certaines. Moi, j'aurai le plaisir donc de vous retrouver sur ce canapé pour vous emmener
dans ce voyage avec Émile Zola et la fameuse Nana. Et bien sûr, entre-temps, eh bien, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux. Marie-Lise d'Octobre officielle, vous êtes les bienvenus. La page officielle de l'émission Voyage au bout de la nuit et le hashtag VBN. Je vous embrasse tous et toutes bien fort et je vous dis à très bientôt.